Et salut tout le monde, nouvelle vidéo d'astuce Fox Studies. Ce coup-ci, nous allons présenter un autre appareil de chez Nikon. Bon, de toute façon, vous savez, vous avez vu la miniature en général. Le Nikon Z6. Ce petit bébé là, qui est une belle bête quand même. On enlève l'objectif histoire que vous puissiez voir un peu comment ça ressemble. Voilà la bête sans objet. Donc un capteur plein format de 24,5 millions de pixels. Capteur stabilisé à 5,5 stop, donc il vous permet d'avoir des images beaucoup plus stables en vidéo, ce qui est très agréable, mais aussi en basse luminosité, vous pouvez beaucoup baisser la vitesse d'obturation, ce qui vous permet d'avoir des vidéos basse luminosité, enfin photos basse luminosité beaucoup plus qualitatives, en tout cas avec moins d'ISO. C'est en termes de performance, on est quand même assez proche de ce je vous ai présenté sur le ZFC ici présent qui me filme. On a donc du 4K 30 fps, sans crop, 1080p, 120 fps, sans crop, avec un autofocus et le delighting qui sont moins bons en 120 fps. Ça, c'est du classique. On peut faire des photos jusqu'à 14 images par seconde en RAW. Le buffer, donc avant qu'il s'arrête de faire des rafales, est assez limité, parce qu'au bout de vraiment 3 secondes, il est capote. Je vais vous donner un petit exemple. Hop. On enlève le capuchon. Mode photo, type d'image RAW. Hop, la fréquence, alors, en AI+, voilà. Alors, comme ça, c'était parce que j'étais en 14, je sais pas secondes ça. Genre en 14 bits. Si je le mets en 12 bits, normalement, là j'ai les rafales plus rapides. Bon, je vais mettre en manuel, comme ça, hop. Voilà. Ouais, il s'arrête vite quand même. Une 14 images, enfin 12 images par seconde, c'est ça, ouais, en 12 bits. Et seulement 7 de mémoire en 14 bits. Il a donc un viseur électronique de 3,69 millions de pixels, un écran arrière inclinable de la sorte. Bah, il ne peut pas vous faire face, c'est uniquement quand vous êtes un photographe, vous êtes derrière votre écran comme ça. Il a quand même un écran tactile de 2,1 millions de pixels, ce qui est quand même impressionnant pour rappel, c'est un appareil de 2018. Voilà, donc les appareils modernes n'ont pas forcément des écrans avec une telle définition, en sachant qu'il était déjà complètement tactile. Je veux dire, bon, hop, je débloque là. Comme si vous avez des menus ici. Hop, focus sur mon appareil, s'il te plaît. Et tu le fais. Voilà, foiré. Hop. Voilà, c'est complètement tactile. Il n'y a pas de souci, vous pouvez aller dans les menus, vous pouvez vous balader. Vous avez également, comme toujours avec Nikon, hop, on va enlever ça. Le petit menu rapide avec le i qui est personnalisable. Vous pouvez mettre les différentes options à l'intérieur. Donc franchement, il y a quand même une fonctionnalité sympa. Une fois encore, c'est un vieil appareil, 2018. La stabilisation est meilleure que son équivalent de l'époque de chez Sony, donc le A7 III. Honnêtement, la stabilisation est bien meilleure. Je vous montrerai des petits exemples par la suite. L'autofocus à l'époque était beaucoup moins bon. Il a eu le droit à beaucoup d'améliorations et honnêtement, à part en basse luminosité, tu vois un peu à la traîne, il est vraiment quasiment au même niveau que l'A7 III maintenant. On pourrait dire que c'est vieux, mais une fois encore, l'A7 III était déjà un autofocus qui était généralement suffisant pour ce que le grand public en faisait. Pour des pros, c'est sûr que ça, c'est obsolète maintenant. Mais pour monsieur tout le monde qui a juste fait des jolies petites photos en se baladant, bah mine de rien, c'est plus que largement suffisant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, sur des sites comme MPB, vous pouvez trouver cet appareil pour genre 900-950 euros. Et le zoom que j'ai là-dessus, là, le 24-70 f4, qui est un excellent zoom, d'ailleurs c'est officiellement un objectif de kit, mais c'est un objectif qualité professionnelle globalement. Il y a juste le fait qu'il ne soit pas 2.8, mais sinon c'est très bien. Celui-là, vous pouvez le trouver pour genre 350-400 balles cet objectif. Je vous montrerai des exemples quand je ferai vraiment la présentation de cet objectif, mais la qualité d'image est vraiment impressionnante. Donc si vous voulez un plein format pas très cher, mais avec franchement de bonnes images, vous serez au-dessus. Parce que même en 2023, vous se dire, oh, c'est un vieil appareil 2018, mais c'est un capteur 24,5 mégapixels, c'est plus ou moins toujours la norme. Autant Sony, par exemple, eux, ils ont 33 millions de pixels avec leur A7 IV et du coup le A7C II maintenant. Autant les autres, je veux dire, regardez Canon, R6 premier du nom, 20 millions de pixels, R6 second du nom, 24 millions de pixels, S5 et S5 Mark II de chez Panasonic, 24 millions de pixels,
Le 762 et le ZF, qui sont ses successeurs, ont littéralement le même capteur que lui. Donc à moins que vous ayez besoin vraiment d'une excellente rafale et du top de l'autofocus, bah, en achetant lui à genre 800 balles, vous aurez 90% des performances du ZF, qui va vous coûter 2500 € neuf. Alors ZF a l'avantage d'avoir un look rétro qui est sympa. Je l'aime sur ce ZFC, donc je vais pas dire l'inverse. Hein. Mais c'est clair que franchement, il n'y a pas forcément un ultra gros intérêt, si vous êtes un casual, à acheter autre chose que ce Z6. Encore, il est tropicalisé, il est stabilisé, il a une très bonne prise en main, il a une batterie qui n'est pas dégueulasse. Bon, initialement, il était vendu avec cette batterie que j'ai encore là-dessus, à savoir la ENEL15 type B, donc avec les 1900 mAh. Mais depuis que le Z5 est sorti, avec la nouvelle batterie, qui est du coup la ENEL15C à 2200 mAh, ils ont fait une mise à jour pour qu'on puisse l'utiliser. En termes de carte mémoire, le petit emplacement caché ici, ils utilisent pour l'instant de base des XQD, comme celle-là. A noter que également depuis la suite, une mise à jour a permis d'utiliser les CF Express type B. Un jour, il faudra que je m'en prenne une pour remplacer celle-là quand même. Elles sont généralement moins chères et plus rapides, donc tant qu'à faire. Hein. Donc franchement, il a été bien modernisé. Il a une prise de casque, il a une prise de micro, il branche USB-C, il a un port HDMI. Et c'est pas le micro HDMI, hein, c'est le vrai port HDMI. Parce qu'il y a beaucoup, ils n'aiment pas le micro HDMI parce qu'il a tendance à trop se casser. Donc c'est franchement pas mal. Et franchement, il a une structure qui est franchement très moderne. En fait, c'est tout sur ce problème quand il est à sa sortie. Enfin, il est sorti au tout début de la monture Z, donc forcément, il n'y a pas beaucoup d'objectifs. Bon, ça, c'est pas sa faute. Hein. Et le second, c'est qu'effectivement, il y a des pilotes au début, quand il est sorti sur l'appareil, qui étaient franchement pas terribles. Z7 et Z6, vraiment, leur sortie ont été gangrénés par ces mauvais pilotes qui ont vraiment bridé. Maintenant, ils ont vraiment mis à jour. Et franchement, les différences entre le Z6.1 et Z6.2 et le Z7 et le Z7.2 sont assez mineures. Il n'y a que l'autofocus, une fois encore, qui sera meilleur en basse luminosité, ainsi que le focus sur les yeux en vidéo, que n'a pas lui celui-là. Alors je comprends pas pourquoi, parce que le Z5 a le même pros que lui, il l'a. Ça, c'est clairement un bridage de la part de Nikon. C'est pas très gentil de leur part. Mais bon, quand ils voient comme ils l'ont amélioré entre temps, c'est quand même pas mal. Et il y a le buffer aussi qui sera meilleur sur le Z6.2 par exemple. Mais sinon, à part ça, c'est les mêmes caméras. Donc la Z6.2, même d'occasion, il va vous coûter des 1400 € plutôt. 1400, 1500. Donc si vous n'avez pas forcément besoin d'autofocus un poil meilleur, vous voulez juste économiser des sous, juste avoir de belles photos que vous pouvez faire avec un plein format sans casser la banque et tout en ayant une technologie moderne, mais voilà. C'est votre compagnon de route, le Z6. Alors il est quand même un peu gros, on va pas se mentir, hein, et le fait qu'il n'ait pas d'écran sur rotule, mais que l'écran comme ça qui pivote comme ça, hein, on va pas se mentir, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Hein. Enfin, vu son poids, vu que vous resterez légèrement derrière, ça va, vous l'aurez à deux mains comme ça, vous en foutez. J'aurais aimé un petit écran qui se soulève comme ça, comme le XT3 de chez Fuji, mais là, c'est pas le cas. Dommage. Vous imaginez vlogger avec ça? Il y a par exemple ce petit combo, hein, donc truc standard, hein, 24-70 mm, tout ça. Ça pèse quasiment 1,2 kg. Vous imaginez toute une journée comme ça? Au d'un moment, vous n'avez pas besoin d'aller à la salle de muscu, hein, vous baladez juste avec votre Z6. Hein. Voilà, je veux dire, il est franchement plutôt lourd. Et ses objectifs, généralement aussi. Alors bon, on peut prendre le pancake qui n'est pas très lourd. Il est 125 grammes de mémoire, mais il n'y a pas le meilleur d'autofocus en vidéo, donc c'est un peu con. Les 28 mm 2.8 et 40 f2 sont pas mal du tout pour le coup. Il n'est pas très lourd. Mais une fois encore, rien que le boîtier 175 grammes, ça fait quand même son poids. Hein. Un bon setup de vlog comme ça, c'est bien quand ça dépasse pas les 600-650 grammes. Quand ça commence à aller à 1 kg ou plus, ça commence à faire lourd à force. Surtout si après vous les mettez sur des gimbals, ou même sur des sticks de selfie ou autre, ça rajoute encore du poids, ça fait lourd. Donc c'est vrai que le fait qu'il n'ait pas l'écran sur rotule, pour moi, c'est pas un drame, parce que de toute façon, il est trop lourd pour être utilisé comme ça, comme tel. C'est comme ceux qui voudraient faire du vlog avec un Z8 ou un Z9. Z9, 1,3 kg à poil. Faut être réaliste un jour au bout d'un moment. Hein. Donc ouais, le type d'écran n'est pas trop gênant, mais c'est vrai que si vous voulez vraiment du vlog, effectivement un truc comme un Z30 ou un ZFC serait mieux. Ou casser la banque avec façon de parler, avec un ZF, il est quand même 2500 balles, hein, mais vous aurez clairement un truc très similaire à ça,
avec meilleur autofocus, le pixel shift, la stabilisation qui est encore meilleure d'ailleurs. Nikon, franchement, ils sont gavés, ils ont fait une stabilisation 8 stops sur les ZF. Je crois que c'est même pas le cas sur les Z8 et les Z9, ils devaient être dégoûtés les propriétaires. Et franchement, voilà, bon contrôle, l'ergonomie qui est bonne. Bouton pour changer. Vous avez deux boutons de contrôle seulement, un à l'arrière et un devant. Mais après, vous pouvez changer l'exposition. Ici, vous avez un bouton exposition et un bouton ISO là. Donc franchement, avec juste deux roulettes, c'est franchement très largement suffisant. Vous avez deux boutons de fonction qui sont planqués ici. Je ne sais pas si vous arriverez à les voir. Ils sont là-dedans. Je vais enlever l'objectif, ce sera plus simple à voir. Voilà. Ouais, ils sont là. Fonction 1 et fonction 2. Voilà, donc la petite roulette de contrôle classique PASM ici, avec 3 contrôles. On peut dire que c'est pas énorme, mais il ne faut pas oublier un truc. C'est un Nikon. Donc ici, vous avez le contrôle photo-vidéo. Et du coup, les contrôles personnalisés U1, U2, U3 sont séparés en photo-vidéo. Donc vous avez au total en fait, de 6 contrôles. Ce qui, une fois encore, pour l'époque, est vraiment excellent. La plupart des caméras à cette époque-là, légèrement du 4 contrôles, et encore souvent, ils n'étaient pas utilisables en vidéo. Là, tu as 3 en vidéo et 3 en photo. Tu as accès à différents systèmes, du noir et blanc, et déjà à l'intérieur des caméras, tu as une petite modification de ce genre. Franchement, caméra très performante, à un prix très raisonnable, franchement, aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'époque, quand même, pour 2200 €, je crois qu'il était vendu, le boîtier seul. Ça faisait peut-être un peu cher, mais j'ai envie de dire c'était le prix pour le matos de l'époque. Son successeur, je crois, il est 2350. Le ZF, il est à 2450, 2550 dans ces eaux-là. Donc c'est le prix courant. Ils ont aussi le petit écran de contrôle où tu as le petit... Hop. Je ne sais pas si vous allez le voir ici. Non, forcément, il n'est pas activé. Donc hop. Voilà, vous avez les petites indications qui apparaissent sur l'écran. Merci de me mettre en focus. Merci, je suis... Oh, il a marché ce que-là. Ok, il a décidé de faire son emmerdeur. D'accord, maintenant il a décidé d'arrêter de focus. Pas mal. Ah voilà, il l'a fait. Hop, je tricks. Voilà. Vous avez le petit écran LCD avec les informations ici. Ça, plutôt que de regarder comme ça ici, hop, vous êtes en train de photographier, hop, j'ai les infos. Vous avez tout ce que vous avez à savoir ici, c'est un petit... C'est un peu gadget, je trouve, mais Nikon aime bien les mettre. C'est que c'était beaucoup présent chez les réflexes, où vous n'aviez pas forcément l'écran LCD derrière, donc avoir le petit écran là-haut qui donne les infos, c'est sympa. Mais c'est plus autant nécessaire. Donc c'est vrai qu'avoir la roulette de contrôle ici qui se déplacerait là, c'est peut-être mieux. Le Z5, il a d'ailleurs ici. Mais après, c'est vrai quand même, il y a une grosse poignée, donc accéder à la roulette de contrôle avec cette grosse poignée, ce serait pas évident. Donc pourquoi pas, contrôle manuel, contrôle à deux mains, pourquoi pas. Donc il n'y a pas forcément grand chose d'autre à dire, c'est-à-dire je vous montrerai des exemples de vidéos et de photos que j'ai pu faire avec, ainsi que d'ailleurs de timelapse, qui fait du timelapse en interne, c'était pareil. Et d'abord, franchement, c'est du timelapse qui est franchement sympathique. Donc vous me direz ce que vous en pensez. L'autofocus va également ce qu'il vaut, ainsi que la vitesse à laquelle il change d'un endroit à l'autre. Je ferai un plan, j'appuie sur l'écran, focus ici, focus là. Et je ferai également un petit essai de vlog. Bon, c'est pas trop prévu pour le vlog une fois encore, parce que forcément, vous n'allez pas pouvoir voir ce que vous avez vlogué, ce qui est un peu chiant. Mais, une fois encore, la qualité d'image quand même sera là. Donc, je vous montrerai le 4K 30, le 1080p 120 et le 1080p 30. Parce que franchement, je trouve que Nikon a vraiment un bon 1080p. Sinon, ça va permettre de faire des fichiers vidéo plus petits, mais potentiellement avec un plus haut framerate aussi. Parce qu'il y a beaucoup de caméras, par exemple, son successeur, ces deux successeurs, beaucoup, le Z6 II et le ZF, ils ont du 4K 60 comparé à lui, mais avec un crop APS-C. Donc non seulement vous avez le crop qui vous recadre votre image, mais en plus ça veut dire qu'à ce moment-là, ils ne peuvent pas utiliser le suréchantillonnage. Alors que lui, il fait du 4K basé sur du 6K, et je suis à peu près sûr, vu la qualité de son 1080p, qu'il doit aussi suréchantillonner 1080p. C'est à vérifier, mais franchement, vu la qualité d'image, ça semble être le cas. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Après ça, je vous ferai des petites reviews justement de mes objectifs. Ce qui l'intérêt, justement, pourquoi je vous ai fait cette review avant de vous montrer les autres objectifs que j'avais sur mon ZSC, c'est que justement, c'est la même monture. Les pleins Nikon comme Sony avant, ainsi que par la suite Canon, ils ont décidé de faire une seule monture pour les APS-C et les pleins formats. Ce qui n'était pas forcément le cas. Enfin encore, par exemple, Canon à la base avait fait monture RF pour les pleins formats et EFM pour les APS-C. Ils ont décidé finalement de tout remettre sur les RF. Justement, vu qu'ils ont vu que Nikon aussi avait tout mis sur une même monture, tout comme il avait fait Sony. Donc justement, c'est intéressant de voir des fois, parce que certains objectifs peuvent avoir des lacunes
en plein format. Par exemple, les 28 2.8 et 40 f2 ont tendance à souffrir de vignottage tout autour de leur écran, de leur image en plein format. Mais en APS-C, comme j'utilise que le cœur de l'objectif, tu souffres pas trop de ça. Tu as en fait que la meilleure partie de l'objectif. Et franchement, du coup, ça peut être intéressant parce que certains objectifs de chez Nikon sont assez compacts. Bon, ils ne sont pas nombreux de compacts, la plupart, c'est des gros objectifs. Ils ont commencé par la gamme S, comme vous voyez ici. Merci de faire focus, voilà, gamme S. C'est ça qui est la gamme, on va dire, plus ou moins professionnelle. Je dis bien plus ou moins, parce qu'il y a certaines gammes S, par exemple, qui commencent à 700 €, ce qui n'est pas non plus du ultra professionnel, c'est de l'enthousiaste à ce niveau-là. Comme le 50 à .8, que je vous ferai une présentation, parce que franchement, il est vraiment excellent cet objectif. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Sur ce, à la prochaine, portez-vous bien. Ciao. Et là, bon, petit test pour vous montrer la stabilisation en utilisant un vlog. Bon, il n'est pas trop prévu pour, parce que vous n'avez pas d'écran sur rotule, donc pas génial. Hein. Mais bon, tant que vous regardez droit dans les yeux, normalement, c'est que vous êtes bon. Voilà, je suis pas Ninja Walk, rien. On va dire que je marche vite, et hop. Je vous tiens juste à la main. Hein. Voilà, je vais également vous montrer la stabilisation donc, en regardant un peu au loin, puis également en zoomant. Bon, c'est la 470, c'est pas non plus un énorme zoom, mais quand même. Stabilisation avec 4 mm. Sachant que je n'ai pas la stabilisation électronique d'activer. À 70. Sachant que j'ai pas les mains les plus fermes qui soient. Hein. Mais franchement, c'est pas mal. Pour ce qui est de la vitesse d'autofocus, bon, espérons qu'il me troll pas, parce que des fois il me troll. Tiens, hop. On va lui dire la barre ici, s'il te plaît. Voilà. Hop. Derrière, la barre. Hop là. Ce coup-ci, 1080p 120. Avoir une image, de la qualité d'image à 1080p 120, parce que quitte à la voir autant que ce soit beau. Hein. Voilà. Bon, ça devrait aller pour la stabilisation. Hop. Focus dans ce mode. D'ailleurs, en parlant de zoom, voyons la qualité d'image. 1080p 120 c'est cool, mais si la qualité d'image est dégueulasse, c'est pas cool. Comme vous pouvez le voir, ça reste magnifique. Hop. Et je regarde la petite feuille derrière. Hop là. Là. Et bien sûr 1080p, 24 images par seconde si vous voulez économiser la place d'image. La finale, les vidéos, c'est lourd. Hein. Bon, 1080p en général, c'est pas mal. Dans tous les cas, je vais uploader de toute façon la vidéo en 4K. Donc vous pourrez voir 1080p, uploader 4K, ce que ça vaut. Voilà, tu vois la stabilisation. Prochain test d'ailleurs, je vais rajouter la stabilisation numérique pour que vous puissiez voir ce que ça vaut. On se retrouve tout de suite. Et voilà, avec le petit crop qu'on a rajouté la stabilisation, mais voilà ce que ça vaut. Voilà, je vais pas mollo, je suis pas en ninja walk. En général, cette stabilisation, ce qui est un peu chiant, c'est quand tu bouges, il y a du wobbling sur les côtés. C'est pour ça que c'est mieux pour les plans fixes. Enfin, un plan fixe, hop. On zoome. Et voilà.
avec la double stabilisation. Vous pouvez voir, c'est très stable. Bon là c'est qu'à 70 mm, hein, mais ça reste vraiment très bon, même avec d'autres avec des focales plus longues. Voilà, et après ça je mettrai des petites photos et on verra plus tard pour les présentations des objectifs. Ciao!